Bonjour et bienvenue à une autre émission de Sentez-vous mieux. Et cette semaine, nous avons deux invités qui sont déjà venus avec nous. Et on va parler de couple. On va parler également de facteurs de puissance de couple. De puissance. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Des profils du couple. Et de profils du couple. Alors, on a avec nous M. Jean-Philippe Marcoux. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe, qui est l'auteur du livre L'empreinte sacrée. Et avec nous, on a également Muriel. Bonjour. Muriel qui, bonjour Muriel, qui pratique, qui utilise l'art, qui applique l'art que Jean-Philippe nous montre par rapport au cerveau gauche et droit et par rapport à comment utiliser ces principes-là dans nos vies pour faire en sorte de découvrir un équilibre puis un bonheur et qui nous apporte une paix intérieure également. Maintenant, on parle de facteurs de puissance de couple. Pourrais-tu élaborer un petit peu là-dessus? Parce que tu t'as dit facteur de puissance de séduction, facteur de puissance d'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on avait parlé les deux dernières émotions, oui, à quelque part, oui. Oui. Les deux dernières émotions et les deux dernières émissions, c'était qu'il y avait des hommes masculins et féminins, des femmes féminines et masculines, mais aussi des droitières, droitiers, gauchers, gauchères. Bon, c'est ce qu'on avait abordé comme sujet, qu'on a vraiment survolé. Sauf que dans ces natures de femmes et d'hommes masculins et féminins, on exprime des facteurs de puissance. Ça veut dire que la façon qu'on va exprimer notre nature féminine ou masculine. Quand je dis facteur de puissance de séduction ou d'action, séduction, c'est relié à toutes celles et ceux qui sont sur le principe féminin. Vous avez le séducteur ou la séductrice, mais vous avez la ou le hyper-séducteur ou hyper-séductrice. Contrairement au facteur de puissance d'action, vous avez celle ou celui qui est dans l'action, et vous avez celle et celui qui est dans l'hyperaction. Donc, quand on transpose ça en chiffres ou en nombres pour simplifier un peu la compréhension, l'action c'est plus 1, l'hyperaction c'est plus 2, la séduction c'est un facteur de moins 1, et l'hyperséduction c'est moins 2. Par contre, j'aurais juste une question. Quand on parle de séduction, c'est les nuances, c'est la réception. Quand je dis séduction, c'est être en état de passivité, en réception, en émanation, en projection pour plaire, mais aussi pour rechercher encore plus d'harmonie. D'accord. C'est dans ce sens-là que je le parle. OK. Donc, quand j'ai compris qu'on avait chacun un facteur de puissance dominant, soit de séduction ou d'action, exemple, si on parle d'une femme masculine qui a un facteur d'action de plus 2, ça veut dire très tonique, pour elle, la séduction va être moins importante. Pour elle, ça va même être une entrave pour son périple sur Terre, son évolution dans son mode de fonctionnement par rapport à elle-même ou dans son travail ou dans sa relation de couple. Donc, ça va être une femme qui, par son facteur très, très tonique, exemple, mathématiquement parlant, plus 2, va exiger d'elle-même de toujours être dans la performance et va exiger aux autres que les autres la suivent comme étant des plus 2. Ça veut dire performante comme elle est. Si elle vit une relation de couple avec un partenaire droitier, exemple, féminin, moins 1, qui, à l'inverse, c'est l'homme féminin qui prend son temps, qui aime se mettre beau, le parfum, la réception, lire de la poésie, jouer de la musique, séduire, prendre le temps de parler et autres, bien, cet homme-là, dans son facteur de puissance, n'est pas dans l'action, mais il est dans l'espace de séduction, de passivité, de réception. Donc, quand ce couple-là se rencontre, si on fait mathématiquement une somme, moins 1 plus 2, somme totale, ça fait plus 1. Oui. Ça veut dire que le couple est un couple non plus hétérosexuel, mais est un couple à orientation masculine. Oui. Ça veut dire que la femme masculine va être satisfaite dans sa démarche, va se trouver un peu ralentie par son partenaire, elle va râler un peu, mais au moins ça va bouger. Mais l'homme, lui, qui ne veut pas être dans l'action,
va subir la pression d'action permanente de sa partenaire et il va se sentir épuisé. Alors, il va gueuler, il va râler, il va lui dire « Tu vas trop vite, laisse-moi le temps de respirer, laisse-moi le temps de faire mes choses, j'ai pas fini mon chapitre, j'aimerais, oui, j'arrive, je finis mon film ou je vais avoir un deuxième. » C'est l'état de rien faire, c'est l'état de passivité, c'est l'état de réception. Donc, un couple peut s'épuiser. Donc, c'est pour ça que on a les facteurs de puissance, d'action, de séduction et d'action pour un individu, féminin ou masculin, mais aussi on peut l'avoir pour le couple aussi. Donc, reconnaître et comprendre son facteur de puissance de couple devient un avantage colossal pour comprendre où est-ce qu'on est, comment on évolue comme couple, mais vers où on se dirige comme potentiel couple à court, moyen, long terme. Si je reprends l'exemple de cette femme masculine, très masculine, avec un facteur de puissance d'action de +2, avec cet homme féminin, l'homme rose qu'on appelle, okay, qui n'est pas homosexuel pour autant, c'est juste qui est plus sensible que l'homme macho, je peux prendre le terme. Bien, lorsque la femme, elle, va passer en ménopause, elle est déjà sur un principe masculin. Ça va juste augmenter encore plus sa puissance d'action. Elle va rester +2, sauf qu'elle va s'accrocher encore plus à son +2. Ça veut dire que le partenaire, lui, va se sentir encore plus distancé, puis avoir, comme on dit, tiré encore plus, comme on dit, sur le mec. Oui. Puis le mec, lui, qui est féminin, qui est avec son facteur de séduction de -1, quand l'andropause va s'installer, il est déjà en andropause en étant sur un principe féminin. Il va s'éloigner encore plus. Ça veut dire qu'il y a une tension qui va s'installer entre cette femme hyper masculine et cet homme féminin qui va s'étirer, puis ça va donner confrontation, irritation, puis ça va être du râlage. Puis les deux vont vivre en permanence des frustrations parce que l'un va vouloir bouger encore plus, puis l'autre va vouloir ralentir encore plus. Donc, ils s'éloignent comme couple. Que si on prend les choses à l'inverse, la femme droitière féminine de base, -1, de séduction, avec un homme +2, prenons un hyper macho très actif, quand la femme, elle, va passer en ménopause, elle va passer de son monde féminin à un monde masculin. Et tout dépendant sur quel facteur qu'elle va se retrouver, sur la chaise du +1 ou du +2, si elle se retrouve sur la chaise du +1, ça veut dire légèrement macho, ben on ne se retrouve plus avec un couple hétérosexuel. On se retrouve avec un couple, oui, hétérosexuel dans leur corps, mais c'est une dynamique homosexuelle virtuelle masculine. Notre mec qui est en hyper macho, qui va rencontrer l'autre mec qui est macho, deux coqs dans un même territoire, ça va être qui va obéir? Exact. Le +1 va obéir au +2. Donc, c'est un facteur de domination puis de confrontation permanente. Si le couple n'a pas été averti de ces bascules chimiques, de ces bascules de comportement dans la vie de tous les jours, ça va être confrontation sur confrontation. Non plus, tu me ralentis ou tu vas trop vite. C'est attends, je veux te dominer, je veux te contrôler. C'est plus pareil. Mais un jour, l'homme, lui, va passer en andropause, va basculer. Puis il va passer sur la chaise -1 ou -2, peut-être -3. Donc, il va se féminiser. La femme qui est rendue sur la chaise masculine, qui voit son mec passer sur la chaise féminine, elle va y faire des règlements de compte. Elle va dire « Tu m'as fait baver pendant quelques années, c'est à mon tour à te faire baver maintenant. » Elle va y faire passer tout un mauvais quart d'heure. Mais si vous avez cet homme féminin avec cette femme féminine, les deux sont sur un principe de séduction. C'est un couple qui est génial, ils parlent beaucoup, ils échangent, et ainsi de suite. Les deux ont une dynamique de couple. -1 plus -1, ça fait quoi? Ça fait -2. Ça veut dire que c'est un couple qui est passif, ça prend du temps à faire bouger. Si vous partez en vacances avec ce genre de couple-là, je vous assure que si vous êtes un couple masculin, vous allez vous emmerder. Parce qu'ils vont vous ralentir tout le temps. Eux vont vouloir faire le tour du château 3 fois. Vous avez fait le tour du château une fois, ça suffit. Eux, c'est 3 fois. Ils veulent les détails. Vous, les détails, vous n'avez rien à tirer. Donc, ça devient une problématique. Sauf que ce couple-là est bien là-dedans. Sauf que la femme, un jour, devient ménopausée, bascule sur la chaise du +2, exemple. Du jour au lendemain, devient un hyper-mec dans un corps de femme. Puis son mec, lui, est toujours féminin. Il n'appréciera pas trop sa femme. Il la reconnaîtra plus. Il la reconnaîtra plus. Mais si Jean-Philippe, il a la chance de savoir... Autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, il va en profiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur elle, puis il va dire « Ma chérie, je te laisse les rênes, contrôle le reste de ma vie. » D'accord.
Et à ce moment-là... Et là, ils deviennent un couple hétérosexuel réel. OK. Et lui va être l'homme en retrait qui va inspirer sa partenaire, puis sa partenaire va être une femme d'action. Sauf qu'il faut qu'il accepte que qui va porter les culottes à la maison, D'accord. ça sera pas lui, ça va être l'autre. Puis c'est correct. Sauf que si on le sait, on peut lâcher prise, on peut prendre du recul, puis dire, on est dans une phase de vie où est-ce que l'homme est en retrait, dans ce cas d'exemple, de figure, puis la femme est dans cet espace de prendre le contrôle puis dominer, bien, alléluia, comme on dit. Allez, vas-y, ma chérie, change la maison, change les couleurs, on change de tour, on va vivre dans un autre pays, puis c'est bien correct. Ça peut être très agréable pour ce couple-là. Mais pour ça, il faut comprendre autre chose. Il faut avoir un nouveau langage. Puis il faut sortir de la notion sexe féminin, sexe masculin. Le féminin doit être dominé, puis le masculin doit dominer. Exact. Puis il faut aller vers une nouvelle ouverture, principe féminin, principe masculin, et comprendre et réaliser que c'est pas parce qu'un jour on est sur un principe masculin qu'on ne passera pas sur un principe féminin. Voilà. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on est sur un principe féminin qu'un jour on ne passera pas sur un principe masculin. Masculin, d'accord. Et si on peut le comprendre, attendez, c'est facteur de puissance devient un levier mathématique, un levier de cohérence mathématique qui nous permet de travailler avec des chiffres, parce que tout dans notre société, les chiffres ont une importance capitale, à mettre des repères simples et dire, bon, ben OK, un jour, on va devenir un couple un peu plus tonique, un peu plus macho, un peu plus actif. Ben on va faire ce qu'il y a à faire à court, moyen terme pour commencer à s'entraîner, à faire un peu d'exercice, à aller s'acheter un type de vélo, prévoir que nos voyages, ce ne sera pas, comme on dit, coucher sur une plage, mais commencer à visiter, et ainsi de suite. Que le couple qui va devenir un jour plus féminin, parce que c'est des couples qui deviennent féminins, ben on va accepter qu'on fera peut-être plus du vélo, mais on va faire juste la marche, ou on va préférer juste se laisser porter par la vague sur un bateau ou sur un catamaran, se laisser porter. C'est un autre genre, une autre histoire d'amour qui s'installe. Mais il faut comprendre autre chose. C'est pour ça que le facteur de puissance de séduction ou d'action, qui se nomme aussi FPSA, que je parle dans mon livre, Oui. ben ça devient une clé pour être capable de donner des repères simples, à savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, puis vers quoi qu'on se dirige, puis quelles solutions qu'on peut mettre pour permettre à offrir des solutions pour continuer à être un couple qui évolue ensemble au lieu de s'éclater, puis au lieu de se séparer, puis au lieu de créer tant de divorces. Dans le fond, Jean-Philippe, ce que je comprends dans tout ça, c'est que toute cette connaissance-là nous permet de trouver une voie d'équilibre dans toute relation. Oui. Puis l'équilibre se fait à deux niveaux. Si on peut comprendre un nouveau langage, le langage que j'offre à travers le livre, les formations, puis les coachings privés que je fais, et ainsi de suite, on retrouve sa voie à soi. Ça veut dire on se reconnaît. Oui. Comment on fonctionne, soit sur une base masculine ou féminine, ce qui est essentiel pour faire un début de démarche d'évolution. Puis si on peut comprendre et reconnaître l'autre où est-ce qu'il est, c'est génial. C'est essentiel aussi pour devenir un couple. Mais en même temps, en sachant où est-ce qu'on est, où est-ce que l'autre se situe, on est unique en tant qu'individu. Oui. Et le couple est unique en tant que partenariat. Exact. Ça veut dire que l'autre ne fonctionne pas pour l'autre, mais fonctionne à côté de l'autre, par privilège, par joie, par plaisir, par choix d'être avec l'autre pour grandir par l'autre, mais aussi grandir par rapport à la reconnaissance de ce qu'on a dedans de soi, mais aussi ce que l'autre a dedans de soi, comme femme ou comme homme. Et là, on devient unique. Quels sont, Jean-Philippe, comment tu peux savoir, ou peut-être Muriel aussi pourrait peut-être m'aider, comment on peut savoir qu'on est sur cette voie-là en tant qu'être humain qui évolue en couple intérieur, en couple avec l'autre? Quels sont les indices qui peuvent dire... Si tu me permets, après ça, je vais te laisser. Non, moi, c'est... Il y a des indices simples. De la joie dans le couple, de l'écoute. On apprend à écouter et à entendre l'autre. D'accord. C'est les trois mots-clés. On observe qu'on apprend à laisser l'espace à l'autre, on l'écoute. On n'est pas obligé de comprendre ce que l'autre nous dit, mais on l'écoute, on le reçoit, mais on apprend aussi à entendre ce qui est derrière son partage. Et quand ça prend place, bien, il y a de la joie. On a
On a de la joie à être avec l'autre, on a de la joie à être avec soi-même. Puis de là, ben, on évolue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de bec, puis des fois des oppositions ou non, je ne suis pas d'accord, mais il y a de la joie d'être avec l'autre. C'est ça les premiers indices. Puis l'autre indice aussi, c'est l'amour va poindre à l'horizon. On réalise que aimer, c'est pas juste une histoire de sexe, puis de partie de jambes en l'air, puis de ben, on est bien, on est ensemble, on s'aime. Non, l'amour, c'est vraiment le don de tout ce qu'on est pour servir. Non pas pour être asservi par l'autre ou être asservi par nos désirs. Le don de s'offrir à l'autre, pour servir l'autre, pour lui tendre la main, pour dire « Regarde, t'es mon miroir, je suis ton miroir, on peut s'entraider mutuellement, à mieux se reconnaître mutuellement. Et là, l'amour peut poindre, mais la grande amour, sans attendre, sans illusion. C'est ça les indices en soi. Je ne sais pas ce que Muriel, tu peux offrir d'autres. Ben c'est ça, c'est vraiment, c'est le rire. Le rire. C'est vraiment ça. Moi, je dirais que c'est le rire ou même d'entendre les pas de l'autre qui tu l'entends arriver. Bien, il y a un rire. Même s'il y a eu un conflit, ou il y a un rire qui est là. Tu sais, comme là, je le dis, puis c'est ça. C'est vraiment le rire. Pour moi, c'est ça. C'est la joie, dans le fond. C'est vraiment la joie. Puis même si ça arrive, évidemment, des conflits, comme Jean-Philippe dit, c'est bien normal. Mais après cette période de tempête-là, c'est le rire qui est là automatiquement. On dédramatise. C'est ça, oui. Moi, je crois que dans les couples, un des points repères qui vous permettra de savoir si votre couple va bien, est-ce que vous êtes capable de dédramatiser? Est-ce que vous êtes capable de rire de vous-même et de l'autre? C'est ça. Sans écraser l'autre. Est-ce que vous êtes capable d'écouter l'autre? Est-ce que vous êtes capable d'entendre son partage, ses demandes, ses exigences, sans automatiquement devenir esclave de ces exigences-là? Mais est-ce qu'on est capable d'être tout ça? Si on n'a pas ces critères-là, vous êtes obligé de remettre en question, non pas votre couple, mais à savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être dans l'écoute ou l'entente ou cette joie-là. Puis pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a l'alcool qui est présent, qui bascule. C'est peut-être qu'il y a des drogues, c'est peut-être parce qu'il y a une absence de travail pour un des deux, ou c'est peut-être qu'il y a des contraintes psychologiques ou sociologiques ou des maladies qui imposent ces lois qui font qu'on n'exprime pas sa vraie nature de femme ou d'homme, soit féminine ou masculine. Tout ça, mais quand on commence à en comprendre la portée, puis son langage, bien, on peut trouver des solutions. C'est pour ça que ça a été créé, ce genre de livre-là. C'est pour ça qu'il a été offert, pour offrir des solutions à des couples, pour offrir des solutions au couple intérieur, pour offrir des solutions dans le couple social, qui est notre société féminine et masculine, comme on se parlait il y a quelques jours. Mais aussi, ce que je trouve merveilleux aussi, au niveau des facteurs, c'est les couples, quand Jean-Philippe fait les formations, c'est les couples qui ont eu des enfants ou les couples qui veulent avoir des enfants. Et selon le facteur, ça dit exactement, vous avez des garçons, vous avez des filles ou non. Il n'y a pas d'enfants. Ouais. C'est vraiment intéressant. Si je prends la brèche que Muriel vient d'ouvrir, il y a des couples qui ont le profil, qui ont le facteur de puissance pour concevoir des enfants. Mais il y a des couples où est-ce qu'on a le facteur de puissance qui se neutralise. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Exact. Mais ça ne veut pas dire que c'est un couple qui vaut rien. Non. C'est un couple qui est en balance. C'est un couple qui est androgyne. C'est un couple dont l'enfant qu'ils veulent avoir n'est pas de l'extérioriser physiquement, mais c'est d'aller à la rencontre de l'autre pour faire grandir le couple en soi qui devient une nouvelle réalité. Donc, c'est une autre potentialité de compréhension qui dédramatise le couple qui voudrait avoir un enfant. Mais lorsqu'ils ont compris leur facteur de puissance, ça peut être moins 2 plus 2 ou moins 3 plus 3. Ça fait toujours 0 en bout de ligne. On dédramatise, on est capable de s'apaiser, puis faire diluer cette souffrance-là qui, socialement, on doit avoir des enfants ou on devrait avoir des enfants. Et quand on est capable de dépasser ça par une autre compréhension, le couple peut se retrouver. Il n'est plus en chamaille, il n'est plus en tension. « Ah, c'est à cause de toi si j'ai pas un enfant » ou « c'est à cause de ce qui se passe ». Il n'y a plus de coupable et de victime. C'est un couple androgyne. C'est le couple qui est en équilibre, qui est en balance, mais qui doit évoluer différemment. Pour être un exemple pour d'autres. Puis peut-être non plus être un échec pour d'autres, mais peut-être être une élévation d'espoir pour d'autres. Oui. Et quand les couples qui ont compris ça dans leur facteur de puissance, qui sont en balance,
intègrent cette nouvelle réalité-là, il y a de la joie qui se réinstalle dans le couple. Et il n'y a rien de plus beau que ces choses-là. Et ça a été présent, Muriel en a pris conscience dans la formation du couple. Elle l'a vu dans un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsqu'ils ont compris le pourquoi, on a vu la lumière émerger du cœur de chacun de ce couple-là. Et enfin, ils ont pu se regarder et dire « Ah, c'est pas de ta faute. C'est à vrai dire, c'est pas la faute de ni un ni l'autre. C'est juste qu'on était en balance. » Il y a eu un lâcher-prise. Oui. Et là, il y a une légèreté qui s'est installée. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça même merveilleux de pouvoir offrir ces leviers-là. Si après, vous voulez adopter, ça, c'est autre chose. Mais il y aura eu cet espace d'avoir fait la paix avec cette notion de ne pas avoir eu physiquement un enfant. Puis de là, on peut transcender, puis de là, aller vers l'enfant qu'on va aller adopter pour jouer son rôle à un autre niveau, mais d'un autre type de parent. D'un autre type de parent, OK. Exact. Donc, on peut aller très, très loin dans la compréhension de ces facteurs de puissance, de séduction et d'action pour chaque individu, mais aussi pour le couple, mais aussi pour la société. On peut évaluer un facteur de puissance pour une société. C'est juste un peu plus complexe, mais en bout de ligne, ça se fait. Puis les facteurs de puissance des gauchères et des gauchers sont très différents des facteurs de puissance d'une droitière et d'un droitier. Quand on commence à saisir ça, ben on réalise qu'il y a 256 combinaisons possibles de facteurs de puissance. Ça devient « wow ». Et mathématiquement parlant, si on peut mettre des cohérences mathématiques, ben, on parle encore plus loin pour sociologiquement offrir de grandes solutions. Ce que je comprends beaucoup là-dedans, il faut prendre le temps de s'arrêter. Oui. Il faut vraiment prendre le temps de se regarder, peu importe où on est, peu importe la problématique qui se présente. Est-ce qu'on peut appeler ça une erreur? Moi, je dis que non, c'est pas une erreur, c'est une occasion d'apprendre ou de grandir. Mais c'est de s'arrêter à savoir où on est parce que c'est constamment en changement. C'est jamais permanent. Tu sais, quand on dit, par exemple, on a une tonalité de base. Masculine ou féminine? Masculine ou féminine. Chacun a une tonalité de base. De base. Plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, plus 3, moins 3. Bon. Ça peut aller jusqu'à du plus 5 ou du moins 5. Bon. À partir de ça, c'est de ne pas se perdre. Peu importe ce qui va se passer, c'est de ne pas se perdre. Mais de reconnaître que dans telle situation... On fonctionne avec une certaine puissance. Avec une certaine puissance. Soit de séduction ou d'action. Mais en même temps, on a notre opposé en dedans de soi. Ça veut dire que si on est très dans l'action, on a une grande potentialité d'être aussi dans la séduction. Qu'on nomme aussi en sous-tonalité ou en surtension. Et à l'inverse, on peut avoir beaucoup de séduction, mais on peut avoir un espace de masculin et d'action ou de facteur de puissance d'action, mais en sous-tonalité ou en surtension. Il ne faut pas se perdre aussi dans ces sous-tonalités ou ces surtensions. Mais ça, c'est développé, c'est expliqué en détail durant les formations. Mais vous savez, tout ce langage, tout cet nouvel espace, ce nouveau paradigme qui s'offre à l'être humain, s'apprivoise lentement. Oui. On en a parlé beaucoup, Muriel et moi, puis j'en parle beaucoup avec les élèves. On ne peut pas intégrer ce concept tout de suite dans un coup, après avoir lu une fois le livre, ou ainsi de suite. S'il faut y retourner maintes et maintes fois, il faut devenir des observatrices et des observateurs de ce que nous sommes, comme principe féminin ou masculin, mais aussi observer les autres. C'est un travail de réapprentissage. Oui. On réapprend à observer, à écouter, à entendre notre voix intérieure, à entendre ce qu'on est, mais aussi à entendre ce que l'autre est. Et lentement, on est capable de bâtir de nouveaux repères et retrouver sa place. C'est ça qui est le plus important. Retrouver sa place dans son couple intérieur, retrouver sa place dans son couple extérieur en tant qu'ami ou en tant que partenaire de travail, mais aussi en tant que partenaire de vie personnelle ou partenaire dans un milieu de travail. Et si on se laisse le temps de s'apprivoiser, puis de respecter où est-ce qu'est sa place, puis être nuancé dans son espace de sa place, attendez, il y a des solutions qu'on ne peut même pas envisager comme étant réelles. Et pourtant, c'est réel. On pense que c'est du rêve quand c'est pas du rêve. Il en existe des solutions pour le couple intérieur, le couple extérieur, la société qui est un immense couple,
Il en existe des solutions. Mais ce n'est pas avec l'ancien langage, c'est avec un nouveau langage. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que j'offre, un nouveau langage, avec de nouveaux repères. Et à partir de là, un paradigme peut s'installer. On ne bâtit pas des solutions avec le langage qui était problématique d'avant en changeant juste pour le principe de. Il faut créer quelque chose de totalement nouveau. C'est ça que je veux offrir. C'est ça qu'on partage. C'est ça que Muriel a récupéré. C'est ça que d'autres élèves ont récupéré. C'est ça que tu es en train d'intégrer toi-même par une autre compréhension avec ton expérience. Oui. C'est ça que le public entend tranquillement. Oui, oui. Il y a un paradigme qui s'installe, mais ça offre quelque chose. Plus d'équilibre, plus d'harmonie, de justesse, d'autonomie, de responsabilité. Puis en bout de ligne, plus de paix, plus d'amour, plus de liberté, puis plus de cette grande lumière qui doit reprendre sa place. Exact. Vous savez, il y a une phrase très simple, c'est « il faut éclairer les ténèbres ». Pour ça, il faut amener un nouveau langage, puis il faut amener de l'espoir. C'est Théard de Chardin qui disait « la seule chose qui existe pour les humains, c'est l'espérance ». Mais pour ça, il faut offrir un nouveau langage. Un nouveau langage. C'est ça que je redonne tranquillement. Il faut juste avoir l'audace de dire « OK, j'essaye », puis de l'explorer, puis de l'expérimenter, puis les choses s'installent, parce que c'est la vie qu'on parle. Exact. Comme on a parlé depuis de nombreuses émissions. Bien, merci. Plaisir. Est-ce qu'on aurait un petit conseil? Soyez audacieuses et audacieux. Apprenez à écouter et à entendre ce que vous avez en dedans de vous, puis ce que l'autre a à dire. Vous allez découvrir son principe féminin ou masculin. Puis le reste, c'est des cadeaux que vous allez avoir toute votre vie. Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Plaisir. Merci infiniment. Merci.